Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par VECA en partenariat avec la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de cette émission est simple, un thème, 2 invités et 3 questions. Et le thème de cette émission, numérique et action publique, comment anticiper les prochaines crises, explore un vaste sujet tant les angles pour aborder cet enjeu de société sont variés et les questions nombreuses. Et nous avons pris le parti de choisir 3 questions. La crise a-t-elle créé une véritable rupture ou accéléré des mutations en cours? Les crises peuvent ou doivent-elles légitimer l'ouverture de toutes les données? Et quelle est la limite entre efficacité et régulation? Et sans oublier, et ce sera notre 3e point, que si la crise sanitaire a accéléré le recours à des outils que nous nous approprions de plus en plus chaque jour, elle a aussi mis en valeur les questions que cela implique en termes de gestion humaine. Et pour en parler, avec nous, 2 invités. Hakim Oural, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lille, en charge de la ville numérique, et conseiller métropolitain en charge de cette même compétence un petit peu élargie, président d'Open Data France, et auteur du rapport « L'innovation territoriale, nouvel accélérateur du développement local ». David Gruson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Santé du groupe Jouve, spécialisé sur l'innovation en transformation numérique. Vous êtes fondateur de l'initiative académique et citoyenne Éthique IA, intelligence artificielle, et vous avez été, dans votre vie, dans votre carrière, conseiller du Premier ministre chargé de la Santé, je crois que c'était du temps de François Fillon. C'est ça. Et directeur général d'un CHU et délégué général de la FHF, la Fédération hospitalière de France. Vous êtes par ailleurs auteur et co-auteur de divers ouvrages, dont le dernier, La révolution du pilotage des données de santé, qui est une écriture collective. Mais je vais commencer par vous, Hakim Oural. Votre rapport a pour thème l'accélération, le mot accélération, du développement local, et j'évoquais qu'une crise vient autant amorcer des ruptures qu'accélérer des mutations déjà en cours. Comment, selon vous, l'action publique locale a su anticiper et vivre ces accélérations? Quelles solutions, quelles innovations ont été pertinentes? Comment les déployer? Et puis surtout, une question essentielle de mon point de vue, comment mutualiser les démarches et les compétences entre acteurs publics et privés sur un territoire? D'abord, merci pour votre invitation, parce que je pense qu'effectivement, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, où nous sortons, et j'espère le plus vite possible, cette crise, beaucoup de leçons sont à comprendre, à reconstruire pour nos stratégies à venir dans les territoires. D'abord, vous parliez du rapport sur l'innovation publique que j'avais remis à la ministre Maryse Lebranchu sur l'innovation publique. C'était quoi l'objectif? Et d'ailleurs, ça fait écho à cette situation dans laquelle nous avons été. C'était la question de la mise en place, dans le cadre de la décision publique, du rôle des citoyens et des acteurs privés dans ce processus si important de développement local. Et donc, on a bien vu que dans cette crise, ce qui était intervenu, c'était notre capacité de résilience sur les territoires. Et donc ça, c'était 3 choses qui nous amenaient à travailler. C'est d'abord la question de l'indépendance face à cette déconstruction légitime, puisqu'on confinait, on arrêtait, on suspendait. La deuxième chose, c'était la question de la solidarité, dans son sens large, l'accompagnement à aller vers l'autre, celui qu'on ne voit pas, celui qui est le plus fragile, a fortiori dans une situation où tout s'arrête. Et la troisième chose, évidemment, c'est la continuité des services publics. Et donc ces 3 éléments-là amenaient à parler gouvernance. De quelle manière on s'organise, quelle que soit la collectivité, quel que soit notre rôle dans le territoire. On est un privé, on est un engagé dans une association, on est un élu local ou je ne sais quoi. C'était aussi cette capacité à produire de l'intelligence collective, et ça c'était absolument fondamental, et de quelle manière on l'a synthétisé, on la mettait en œuvre pour que ce soit une action. Et enfin, la dernière chose, c'était bien évidemment associer tout le monde, recréer des canaux qui étaient plus ou moins virtuels, bien évidemment, compte tenu du contexte. Et c'est vrai que, notamment sur la question de la solidarité et de l'indépendance, sur l'indépendance, on a vu fleurir des enjeux sur la question de l'alimentation, et on a fait en sorte de réouvrir très vite les marchés de plein air, parce que pour nous, c'était fondamental de permettre à nos agriculteurs d'être dans les circuits courts avec
avoir une capacité d'avoir une alimentation entre guillemets saine et qui est renvoyée à un approvisionnement local. Le deuxième élément, c'était évidemment la question des mobilités et l'engagement fort sur la question des mobilités douces et des pistes cyclables qui avaient envahi des pistes qui étaient plutôt pour les véhicules. Mais ça, c'était aussi important sur l'aspect du travail, mais aussi sur l'aspect du loisir qu'il fallait quand même d'une manière ou d'une autre que ça retrouve son chemin. Et enfin, je pense au travail, à la question de l'éducation, à la question des téléconsultations, avoir des systèmes qui étaient les plus robustes possibles. Pour tout ça, on a développé très rapidement, et je parle de Lille, une plateforme qui était une plateforme un peu multifonctionnelle, transdisciplinaire, entre le commerçant qui pouvait se faire valoriser dans cette plateforme son produit, faire en sorte d'avoir des parcours qui respectaient les horaires de confinement à l'époque pour le premier et le second, faire en sorte surtout d'informer au maximum. Et l'information était fondamentale. Sur la solidarité, évidemment, sujet absolument fondamental partout en France. Je pense que le président de la République l'avait dit au début de la crise, il fallait revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre rôle d'humain et notre responsabilité face aux autres. Et ça, c'était extrêmement important d'être au rendez-vous. Et donc, ça a été le rôle qui était quand même vital de nourrir ceux qui n'avaient plus de moyens de se nourrir, de se soigner, d'aller faire des activités essentielles. Ça, c'était pour nous extrêmement important. Le monde associatif a été extraordinaire pendant ce moment-là, et je crois qu'il n'est pas anodin de rappeler quel est le rôle dans le fonctionnement d'une société. Peut-être dire, pour répondre à votre question de la mutualisation, je crois que la question de la gouvernance, elle est fondamentale. Et évidemment, moi qui suis un enfant, entre guillemets, de Pierre Mauroy, de la décentralisation, on voit bien le rôle essentiel qu'ont les territoires en la matière. Cette capacité de résilience, elle part des territoires. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait écrit dans le rapport sur l'innovation publique. La question de la capacité à servir le dessein national, ses valeurs, ne veut pas dire que les particularités locales ne peuvent pas être mises en synergie au travers d'une stratégie particulière. On l'a vu d'ailleurs, si je prends un exemple, sur territoire zéro chômeur. Et je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Ça ne veut pas dire que les territoires en la matière sont dissonants avec une action nationale, mais l'équipe de France, chaque membre de l'équipe de France, c'est d'abord les territoires. Et je crois que c'est comme ça qu'on réussira demain. Et vous avez le sentiment que des modes d'organisation qui ont été mis en place pourront être pérennes, c'est-à-dire qu'on ne sera pas face à une nouvelle crise avec aussi peu d'outils que la première ? Moi, je pense que les leçons aujourd'hui, plus au niveau de l'État, sont assez claires. Il faut donner les moyens aux territoires, il faut donner les moyens aux élus locaux, aux acteurs locaux, aux préfets, de pouvoir être les plus agiles possibles dans le fonctionnement, dans le développement de leur territoire. Parce que c'est de cette manière-là qu'on arrive à toucher à la pertinence de l'action qu'on mène au quotidien. Et c'est vraiment cela qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité à pouvoir répondre aux enjeux qui touchent la proximité, une communauté qui est celle du territoire, mais surtout de pouvoir créer des synergies sur les grands enjeux de notre pays. Et évidemment, cette situation de crise, on n'oublie quand même pas que malheureusement, elle a fait de trop nombreuses victimes. Cette situation a amené que ces territoires ont pris une place particulière dans la stratégie nationale. J'en veux pour preuve la régulière discussion qu'aujourd'hui le gouvernement a avec les maires, avec les élus locaux. David Grugeon, sur cette notion de gouvernance, le mot a été cité par Hakim Oral, d'anticipation, d'innovation et de mutualisation. Quel est votre regard dans le domaine évidemment plus particulier de la santé ? Et puis je ne résiste pas, puisque je parlais tout à l'heure du fait que vous êtes un auteur prolixe, de dire deux mots et peut-être vous faire réagir sur le roman policier que vous aviez écrit qui mettait en scène l'intelligence artificielle face à une pandémie, quoi. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que ces derniers mois que la réalité et la fiction se rejoignaient un peu ? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'exposer Hakim, pour l'avoir vu
de la même région, parce que je viens aussi des Hauts-de-France, et sous le prisme plus national côté santé, il y a eu une vraie force d'initiative des territoires, des régions, des communes qui ont joué un rôle on va dire d'adjonction, mais aussi de plasticité dans un contexte où personne ne pouvait anticiper cette crise sanitaire, qu'elle a amené de la réactivité, de la capacité d'invention. Alors sur le rôle plus spécifique du numérique, je pense qu'il faut être à la fois réaliste et modeste. Dans les établissements de santé, chez les professionnels de ville, ce sont d'abord des personnes humaines qui ont affronté la crise et qui l'affrontent toujours dans des circonstances on y viendra. Et avec des moyens parfois rudimentaires. Mais néanmoins, le numérique a joué son rôle, a connu une phase d'accélération de ses usages. Je prends un exemple de ce qu'on fait avec Jouve, qui est un exemple parmi d'autres, hein, mais qui permet de mesurer les choses. Donc nous, on a mis en place une solution d'intelligence artificielle d'automatisation de l'admission en établissement de santé. On y travaillait de manière prototypique, d'ailleurs, avec le groupement des hôpitaux de la Cato de Lille depuis 2019. Donc c'est une IA qui permet de traiter les documents d'un patient lorsqu'il réalise son admission. Il vient reconnaître sa carte d'identité, sa carte vitale, sa carte de mutuelle, pour éviter le passage au guichet d'admission. Donc on avait imaginé cette solution comme un outil qui est déjà de droit commun dans toute une série de domaines. Hein. Quand vous achetez vos billets d'avion, vous faites vos réservations d'hôtel, c'est comme ça qu'on procède. Le secteur de la santé était en retard par rapport à ça. Donc nous, on imaginait ça d'abord comme un outil de facilitation des démarches. Et en fait, ça a été beaucoup utilisé maintenant dans une trentaine de groupes hospitaliers publics et privés comme un outil d'évitement des concentrations de population dans les halls hospitaliers en contexte épidémique. Donc du coup, il y a une transformation digitale dans le secteur qui s'est vue aussi par la rupture massive du nombre de cas d'usage de la téléconsultation. Et si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer qu'un algorithme, un jour, ait la capacité de gérer une crise sanitaire ? Alors, je vais vous dire sur merci d'avoir fait le petit clin d'œil à Sarah. C'était un livre que j'avais publié en 2018 et qui, en fait, là aussi, sans faire de fausse modestie, c'était pas vraiment de l'anticipation parce que c'était un peu la transcription de quelque chose qu'on avait vécu à l'époque quand j'étais directeur général du CHU de La Réunion. On avait eu à gérer, fin 2014, une suspicion de cas d'Ebola très compliquée avec les équipes du CHU. Et les professionnels, les patients d'ailleurs, avaient fait preuve de beaucoup de sang-froid. Par contre, tout le système médiatico-politique autour de nous, localement et nationalement, s'était mis en mode pulsatile. Un peu ce qu'on a vu sur, évidemment, l'échelle beaucoup plus large dans le contexte Covid. Et je m'étais demandé, a posteriori de la crise, est-ce qu'au fond, ça aurait été mieux ou moins bien géré, pour aller vite, si ça avait été une intelligence artificielle, mon interlocutrice, plutôt que le ministère. C'était ça le point de départ du bouquin. Et j'avais imaginé, mais pour être honnête, hein, à l'époque, quand j'imaginais ça, je n'avais pas le début d'une anticipation de concrétisation avant un horizon 2040, une intelligence artificielle capable de produire un vaccin. C'est ça le thème du livre. Et en fait, dès juillet 2019, donc il y a eu un précédent, qui est en fait la première production 100% automatisée d'adjuvants à un vaccin contre la grippe saisonnière. C'était les équipes de l'université australienne de Flinders qui l'ont mis au point. Et alors là, dans ce que l'on vit en ce moment sur les vaccins contre le SARS-CoV-2, eh bien en fait, il y a deux innovations, une majeure, une innovation dont on parle beaucoup à juste raison, qui est l'inclusion, l'incorporation dans ces vaccins de la technologie d'ARN messager. Et puis l'autre innovation, alors là, je vous rassure, hein, les vaccins contre la Covid ne sont pas des vaccins 100% automatisés, mais quand même, que ce soit Pfizer, BioNTech et Moderna, les deux ont revendiqué le fait qu'une bonne partie des essais cliniques avaient été réalisés de manière virtuelle. Ce qu'on appelle des essais cliniques in silico, c'est une technique de plus en plus utilisée en innovation thérapeutique. Dans l'industrie pharmaceutique, dans nos grands CHU comme à Lille, on va aller réaliser une partie du chemin qui jusqu'à présent était opéré en
en engageant des personnes humaines dans des phases précoces d'essais cliniques. Maintenant, on peut l'éviter. Et ça a un effet considérable d'accélération de l'innovation thérapeutique. Et puis là, les 2 vaccins, en l'occurrence, ont été finalisés avec des essais cliniques humains en phase finale du processus d'innovation thérapeutique. Donc l'IA a joué un rôle secondaire face au Covid-19 et quand même un rôle tout à fait significatif dans l'accélération d'un certain nombre de transformations digitales déjà en cours et puis dans des ruptures d'innovation comme ce qu'on voit sur le terrain de la vaccination en ce moment. On peut imaginer d'ailleurs un jour la place de l'intelligence artificielle sur la gestion de politique publique. Totalement. Alors, c'est pas à souhaiter. Ce qui est quand même le socle de notre organisation nationale, c'est la démocratie. La démocratie, elle ne se synthétise pas par un algorithme qui, de toute façon, est paramétré par un être humain à un moment donné. Donc ça voudrait dire que, d'une certaine manière, c'est le début de la dictature. Non, je crois que le numérique, c'est un révélateur et un accélérateur. Ça s'arrête à ça, c'est un support. On l'a vu avec la crise. Et donc, il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire un moyen d'aller plus vite, d'interconnecter des systèmes qui ne se parlent pas entre la santé, le transport, la météo ou je ne sais quoi. Mais ça ne doit pas être plus. La décision doit être de l'ordre de l'esprit critique qu'a priori les élus en lien avec les citoyens portent. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur les données. Oui. C'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, la crise, d'une certaine manière, légitime l'ouverture de certaines données, de toutes les données, selon les cas, notamment des données à caractère personnel. Et c'est vrai que la confidentialité et la sécurité des données relève un peu véritablement de la confiance des individus envers le pouvoir, les organisations aux commandes. Pour anticiper, si on se projette dans l'avenir, il faut donc prévoir le traitement des données sur une nouvelle crise, ce qui peut nous arriver, on le sait très bien. Alors comment faire et quelle est la limite entre, je dirais, efficacité et régulation ? David Bourdon. C'est une question majeure. Alors il faut bien voir ce que le contexte Covid-19 a changé dans les paramètres d'analyse. Le point de départ qu'il faut bien rappeler à tous les auditeurs, c'est que la France et l'Europe sont, et plus particulièrement la France, c'est le territoire au monde, c'est le pays au monde où le niveau de protection juridique des données de santé est le plus fort. Puisque s'ajoute à notre réglementation nationale, notre législation nationale depuis 1978 et la loi informatique et liberté, des règles spécifiques sur la protection du secret médical et ce qui est une grande avancée européenne, le déploiement d'un règlement général sur la protection des données, ce fameux RGPD. Donc on a un socle de droit qui n'a pas d'équivalent au niveau mondial. Néanmoins, on a vu dans cette crise Covid que, et c'est ce que j'avais essayé de décrire un peu dans Sarah, c'est que le contexte de gestion de crise bouge nos paramètres. Il nous amène, c'est normal, à aller directement à l'objectif, à avoir recours à des outils pour faire face à des menaces immédiates. Et dans ce genre de sujet, on voit bien qu'on est dans un contexte où il faut à la fois pas confondre vitesse et précipitation, mais en même temps avoir la conscience assez claire que le numérique rend, tout particulièrement sur les enjeux de santé, les frontières beaucoup plus poreuses au niveau mondial. Et que nos concitoyens, en France et en Europe, quand on leur pose la question, eh bien en fait ils agissent en fonction de ce qui leur semble être leur intérêt direct. Avec la chaire santé de Sciences Po, on mène avec Odoxa une enquête d'opinion régulière, un baromètre sur les attentes des Français, et on leur pose des questions comme ça par vagues successives, dont la question suivante. Entre la protection de vos données et l'intérêt du service médical rendu de l'outil numérique en question, qu'est-ce que vous privilégiez ? Il y a 3 ans, 2/3 de nos concitoyens privilégiaient la protection des données. Aujourd'hui, effet Covid-19, 2/3 d'entre eux privilégient l'accès au service médical rendu. Parce qu'on s'est tous et toutes habitués à avoir recours à des services économiques et sociaux pour notre vie de tous les jours. Donc le constat, qui est aussi un constat technologique, industriel, c'est que si on n'est pas capable de développer ces outils dans un cadre français et européen, eh bien, nos concitoyens se tourneront vers de l'innovation conçue aux États-Unis, en Chine, dans des contextes peut-être éthiques et juridiques moins protecteurs que le nôtre. Donc il faut trouver ce curseur, cette idée de régulation positive, pas en mettre trop, pas surajouter du droit au droit, parce que sinon on bloquera l'innovation. Et de ce point de vue-là, il y a une bonne nouvelle, tout récente, parce que ça remonte
il y a 10 jours. On avait proposé dans le cadre des travaux de la révision de la loi de bioéthique française l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle comme principe qui est en écho exact à ce qu'Hakim portait sur l'idée de garder l'humain au centre des dispositifs. C'est traduit dans le droit sur la partie santé et ça se concrétise de deux manières. Une information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, d'une part, et d'autre part, une supervision dans la conception de l'algorithme et dans son usage en vie réelle par des collèges rassemblant des représentants des professionnels, des représentants des patients, pour ne pas laisser l'IA tourner toute seule. Donc, ce principe de garantie humaine entre dans le droit bioéthique français au second semestre de cette année. Et la nouvelle d'il y a 10 jours, c'est que la Commission européenne a fait connaître son projet de règlement sur l'intelligence artificielle qui s'appliquera à partir de 2022 et reprend dans son article 14 cette idée de garantie humaine. Donc on a les cartes en main pour faire de l'Europe finalement le continent de l'IA responsable, à condition de trouver ce bon curseur. Il ne faut pas en mettre trop, parce que si on veut faire ceinture et bretelle de protection juridique, en fait on bloquera la production d'innovation et on aura un effet contre-productif, on importera des solutions conçues dans des cadres moins éthiques que le nôtre. Hakim, sur cette question des données, avec peut-être une question supplémentaire, je reviens à la mutualisation. Je ne suis pas obsédé par le sujet, mais je pense quand même qu'il y a peut-être le besoin aussi, en termes de données, de créer une sorte de back-office territorial où on puisse agréger de la donnée. Oui, moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et notamment la capacité à ce que l'éthique soit toujours au cœur de nos stratégies d'hyper-technologisme qui sont légitimes dans un monde qui va de plus en plus vite, qui a besoin de s'interconnecter. Et donc je pense que ça, c'est vraiment fondamental si on veut réussir la confiance numérique, dans son sens large, c'est-à-dire cette capacité à faire en sorte qu'on soit en sécurité dans l'espace numérique, on soit en sécurité dès lors où on laisse des données à tel ou tel acteur public ou d'ailleurs privé. Et on l'a dit, il y a plein d'éléments qui arrivent, qui sont l'honneur de l'Europe et de la France, le RGPD, qui est parti de la France, qui est venu par l'Europe. Et vraiment, c'est des grandes réussites qu'il faut mettre à notre réussite sur les valeurs que la France porte. Sur la question de la territorialisation de la donnée, ça c'est évidemment, c'est un autre rapport que j'avais remis qui s'appelait « La gouvernance des politiques numériques » au ministre de l'économie de l'époque, en 2015. Et l'objectif que nous avions, c'était d'expliquer que la territorialisation des stratégies numériques peuvent avoir un intérêt d'efficacité et de performance, qu'il soit économique, environnementale, mais aussi citoyenne. Et notamment avec une chose qui, moi, me paraît plus qu'importante aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on vient de vivre, c'est la question de la gouvernance de la donnée territoriale. Alors moi, je suis évidemment les sujets au niveau internationaux et nationaux du numérique, et ce qui nous manque à chaque fois, c'est cette capacité à pouvoir agréger de la donnée en territoire. Mais pour cela, il faut qu'on ait une réglementation, il faut qu'on ait des règles, des lois qui n'existent pas. Pourquoi ? Parce que la question de la donnée est souvent un sujet qui laisse entendre qu'on veut prendre de la valeur au monde du privé. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense que tout ça doit se partager. Et on avait évoqué dans ce rapport la question d'une nouvelle compétence au CGCT qui fixe les compétences des collectivités locales, qui s'appelait préparation de la donnée. C'est-à-dire faire du big data territorial, si j'ose ce mot, en donnant à une collectivité, un acteur public ou parapublic, le rôle de tiers de confiance sur la question de la donnée pour faire de l'agrégation territoriale avec du stockage territorialisé, multifonction, préparer la donnée évidemment de manière onéreuse pour les entreprises qui vont en faire de l'argent, dans le cadre de toutes les valeurs que David a évoquées à l'instant, ou à des fins d'intérêt général, et là, à titre gracieux pour les collectivités, notamment les associations, en fonction effectivement de la sécurisation, encore une fois, de toutes ces valeurs dont on parle. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et donc ça demande de la mutualisation, de la synergie, de l'intelligence collective et aussi une réglementation qui puisse permettre de le faire. Et donc ça, c'est une bataille que j'ai perdue depuis le début, mais sur laquelle je pense qu'on devra arriver un jour. Et donc la crise nous a démontré que quand on ne connaît pas, par exemple, tout le listing des commerçants du secteur
parce qu'on a besoin de leur faire du click and collect pour qu'ils ne meurent pas derrière, ou même d'avoir une capacité à avoir l'ensemble des médecins généralistes pour les aider à être sur le web, pas seulement sur Doctolib, ils peuvent être partout, mais avoir derrière un back-office qui soit robuste. C'est, je pense, une action qu'on doit mener, c'est-à-dire à arriver à territorialiser l'agrégation de la donnée. Ça, vraiment, pour moi, c'est fondamental. Alors, c'est quoi la limite de tout ça ? Évidemment, c'est le consentement éclairé. Et ce qu'évoquait à l'instant David, c'est la capacité à accompagner chaque individu, chaque personne morale ou physique, à comprendre ce qui va impacter cette mise à disposition de données, qui soient personnelles ou même dans le cadre des activités diverses et variées. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Ça veut dire que c'est de l'éducation numérique, dans son sens large, pour amener plus d'efficacité et plus de clairvoyance demain. Alors, parlons un peu de ce sujet-là, d'éducation et de pédagogie, si je puis dire, parce que c'est vrai que si la crise sanitaire a accéléré le recours à certains outils qu'on commence vraiment, pour certains d'entre nous, à mieux apprivoiser, on a vu qu'il y avait quand même une gestion essentiellement humaine, et Dieu merci, je dirais. Ce qui veut dire qu'il faut donc rester extrêmement exigeant et vigilant en termes de procédures, de méthodologie, de formation des personnes et de responsabilité des acteurs, quoi. Parce qu'il n'y a pas un risque, si justement on laisse de côté cette vigilance, qu'il y a un effet plus négatif que positif du numérique. Je crois que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure démontre que la maturité dans notre capacité à sécuriser les transactions, qu'elles soient de l'ordre du loisir ou de l'utilisation du service public, de services privés, ou même des réseaux sociaux, aujourd'hui, cette maturité dans l'action publique française, elle est réelle. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Au bout de la démarche, c'est simple, c'est effectivement une acculturation numérique qui doit être renforcer ce qu'on appelle l'inclusion numérique pour accompagner les publics, et même d'ailleurs un patient qui va arriver, on va lui dire, on va mettre de l'intelligence artificielle, mais pour certains, ils viennent de très loin pour faire cette démarche de comprendre ça veut dire quoi, l'intelligence artificielle. Ils vont penser qu'on leur met une puce dans la tête. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a un accompagnement. Après, effectivement, il y a une accélération de la numérisation, de la digitalisation. Et donc, de fait, plus vous mettez de numérique, plus les failles du numérique s'agrandissent. C'est une forme logique d'augmentation du risque qui est lié à l'augmentation du service. Et donc là, il y a un vrai enjeu, effectivement, d'expliquer les bons comportements. Et c'est vraiment un sujet d'éducation, je dirais même d'éducation populaire. Il y a un vrai enjeu là-dessus en France. On n'étendra pas la digitalisation si on n'a pas cette capacité à inscrire les individus dans un parcours du numérique qui soit un parcours responsable. David Gruson, sur ce point de l'humain, juste, j'ai reçu il y a quelques jours le témoignage d'une personne qui dirigeait, en l'occurrence c'était une collectivité locale, et qui me disait qu'elle prenait conscience du fait que beaucoup d'agents aujourd'hui manipulaient de la donnée sans même le savoir. Et qui n'étaient pas du tout formés à ce genre de choses. Alors, ce qui est tout à fait fondamental, et je crois beaucoup à la notion qui vient d'être posée de collectivité tiers de confiance. On a vu dans le secteur de la santé, qui est peut-être plus en avance dans la concrétisation d'un certain nombre d'usages en IA que d'autres domaines, avec comme technique la plus avancée ce qu'on appelle la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Vous allez avoir un scan ou un IRM que l'intelligence artificielle va interpréter pour déterminer dessus le signe ou l'absence de signe de pathologie, dans le champ de l'analyse des mammographies, dans le champ du diagnostic de la rétinopathie du diabète, dans le champ, par exemple, du diagnostic de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans le domaine du vieillissement. Donc on a une expérience de ces matières et des enjeux éthiques associés. C'est pour ça que peut-être la notion de garantie humaine a émergé de ce secteur. Ce qui est fondamental de relever, c'est que la Commission européenne, à vrai dire, au-delà de nos attentes, a donné à cette notion qu'on avait portée depuis 2017 un périmètre d'application pour l'ensemble des cas d'usage de l'IA, tout secteur confondu. Et donc ça veut dire que demain, ce projet de règlement européen, si une approche pragmatique est faite à l'échelle territoriale, permettra de positionner des grandes collectivités comme, d'une certaine manière, les organisateurs de cette garantie humaine à l'échelle des territoires.
Et ça paraît théorique, mais en fait c'est très concret. Je vous donne un exemple de démonstrateur de collège de garantie humaine qu'on a mis en place dans le champ de la santé, sous égide de l'Union des dentistes, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est une solution d'IA faite par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring, qui permet en fait qui tourne sur une 50aine d'EHPAD et qui permet à partir d'une vidéo prise dans la bouche de résidents d'EHPAD de la redresser sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Et ça déclenche une alerte sur une intervention de chirurgien dentiste en urgence si nécessaire. Et donc du coup, la méthode de garantie humaine d'un collège organisé pour les 50 établissements participants à la démarche, dans lequel l'Union française pour la santé bucco-dentaire joue le rôle de tiers de confiance, avec 4 chirurgiens dentistes réviseurs qui ont été désignés indépendamment de tout lien d'intérêt avec la start-up et qui, tous les 3 mois, vont revoir des dossiers déjà traités par IA, dans un dialogue collégial auquel participent les représentants des patients et représentants des résidents d'EHPAD. Vous voyez, en transposant le système à l'échelle d'une métropole comme Lille, puis imaginez que la communauté urbaine joue ce rôle de tiers de confiance et un regard sur les cas d'usage de l'IA dans l'espace public, pour, si demain on a de l'IA d'optimisation des flux de circulation, de l'IA d'optimisation des attributions de logement, des dispositifs de ce type existent, qu'on organise ces collèges de garantie humaine avec des représentants des citoyens et des experts. Et là, c'est aussi un nouvel espace de démocratie, de discussion collégiale. Le sens même de la démarche, c'est de ne pas laisser ces algorithmes tourner tout seuls. Il faut s'ouvrir à l'innovation, admettre une certaine dose de prise de risque, pour ne pas se laisser imposer une technologie conçue dans des cadres moins éthiques que le nôtre, mais la superviser au réel dans des cadres de délibération collégiale. Oui, peut-être là-dessus, il y a un rapport qui est sorti récemment, c'est le rapport Botorel, qui est en l'occurrence très intéressant sur tous ces sujets, puisque c'était l'objet du rapport, de la saisine, et dans lequel on évoque la capacité, alors c'est peut-être pas écrit comme ça, mais d'un Conseil national de la donnée publique. C'est important parce qu'il y a tous ces enjeux d'éthique qui doivent être injectés dans cette réflexion-là. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie, je le redis, on a une maturité en France sur la question de la donnée. Maturité, je dirais, comme ingénieur, c'est-à-dire on a une capacité à stocker, une capacité à faire en sorte d'avoir une bonne agrégation, d'avoir des API capables, et on le voit notamment avec France Connect, avoir des choses assez sérieuses qui émergent. Néanmoins, il faut aller encore plus loin dans la convergence. On a aujourd'hui un bon référentiel sur les données de transport en France, qui est extraordinaire, qui permet de faire des masses territoriaux pour faire de l'intermodalité de manière assez simple, avec des plateformes accessibles pour les citoyens. Mais il faut aller plus loin, il faut faire vraiment de la convergence en la matière, multifonctionnelle, multimétier, pour faire en sorte vraiment qu'un citoyen soit capable notamment de comprendre quel est son jumeau numérique, entre guillemets, à la veille de la carte d'identité numérique qui doit arriver en France bientôt, qu'il comprenne ce que ça veut dire, qu'il comprenne qu'il a un coffre-fort numérique éventuellement, qu'on ne répète pas 1000 fois le guichet, l'image du guichet où on amène les mêmes papiers en permanence, enfin que tout ça soit facilité. Mais en même temps, c'est aussi des armes très lourdes à porter, sur lesquels il faut enseigner cette pratique qui va de plus en plus arriver, soit au détriment des plus fragiles, encore une fois, soit pour le bien de l'intérêt général. Alors, une dernière question pour conclure, je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'ai lu il y a 2 jours un article, une tribune de Dominique Méda, et je la cite, qui s'inquiétait que les algorithmes ne soient pas un outil élitiste favorable aux décideurs et aux puissants, et aux dépens de ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie. Alors, quelle réaction avez-vous par rapport à ça ? C'est ce qu'on a vécu, on a connu en France avec la question de l'orientation des postes bacheliers vers les études universitaires, où il y a un algorithme dont d'ailleurs ça a fait l'objet de discussions pendant la loi République numérique qu'Axel Lemaire avait portée, où on veut connaître les codes sources des algorithmes. Est-ce que ces codes sources sont discriminants ? Est-ce qu'ils ont une vocation à
faut rappeler qu'un algorithme, c'est toujours lié à un individu qui va programmer l'algorithme. Le machine-to-machine, effectivement, va permettre d'améliorer l'offre avec une manière de créer de l'occurrence et donc de renforcer la pertinence. Mais néanmoins, au départ, il y a quand même un programme qui amène à avoir plus ou moins des points saillants qui reviennent en permanence. Et donc ça, c'est fondamental. Donc effectivement, la question de l'égalité devant l'algorithme est absolument fondamentale. C'est pour ça que David le disait tout à l'heure. C'est la question de la capacité à remettre de l'humain dans ce dispositif pour vérifier que les valeurs, si ça n'est que ça, les valeurs de notre République soient respectées. David Gruson, sur cette alerte de Dominique Sella. C'est le point fondamental. Alors après, par rapport à cette citation, je pense que le petit recul qu'il faut avoir, c'est de ne pas considérer l'algorithme comme une personne en soi ou un objet en soi. Ça n'est qu'un outil au service d'une action privée ou d'une politique publique. Et donc je pense que dans les nouvelles responsabilités, les nouveaux champs de management des décideurs privés et publics, dans les années qui viennent, il y a à être capable de piloter tous ces algos qui se diffusent à grande vitesse dans les différents champs de l'action publique. Il ne faut pas que demain, tous les responsables dans le secteur de l'État, des collectivités locales ou dans le secteur hospitalier soient des algorithmiciens. Ce serait, à mon avis, très contre-productif d'ailleurs. Mais par contre, il faut avoir des clés de lecture, des clés de compréhension, des clés de régulation au fil de l'eau. Il faut piloter ces algos. Certes, c'est une révolution technologique d'une ampleur pas connue jusqu'ici, mais ça n'est qu'une révolution technologique. Et il faut la réguler. S'y ouvrir, mais la réguler. C'est ça le sens de la garantie humaine. Et c'est aussi une responsabilité collective de management. Merci David Gruson, merci à Hakim Moral pour ces propos très éclairants. Merci à la CASDEN, la CASDEN Banque Populaire, d'avoir permis la réalisation de cette émission. Et à très bientôt.